bonjour à tout le monde. Donc on va faire un petit massage conceptuel. Hein. Donc le corps a ses raisons que la raison connaît aussi. Donc je suis très détendu maintenant, donc je vais essayer quand même de remettre un peu de rythme, si vous voulez bien. Je voudrais commencer en fait. Donc le titre que j'ai proposé pour cette rencontre, c'était donc des espaces du soin aux soins des espaces. Espace soigné, espace soignant. Je me disais en fait, en écoutant les interventions ce matin, la première chose, c'est en fait pourquoi ces questions se posent à ce point en psychiatrie et pas ailleurs. Et donc en fait, il faudrait aussi interroger comment peut-être ce qui s'expérimente en psychiatrie peut être une leçon pour le soin en général et le soin hospitalier dans d'autres espaces, notamment dans les espaces des médecines dites somatiques ou dans tout ce qui se joue autour des EHPAD notamment. Mais peut-être en fait que la raison qu'on peut donner de cette priorité aux problématiques spatiales en psychiatrie, elle tient au fait que l'humain malade en psychiatrie, c'est pas n'importe quel type d'humain. C'est un malade qui déambule, parfois dans des déambulations qui sont des errances, et donc une impossibilité d'habiter l'espace jusqu'à, de cette façon, effectivement, s'y perdre dans l'errance, ou inversement, de ne pas pouvoir se déplacer dans l'espace, dans la sidération et dans la posture, d'une certaine façon, du repli. Et finalement, cette tension-là, entre le blottissement d'un côté et le déplacement de l'autre, qui se fige parfois soit dans l'errance, soit dans la sidération, eh bien, c'est peut-être une des questions qui nous est posée à nous, qui sommes les humains. La tradition phénoménologique a beaucoup insisté sur cette dimension, et l'exercice qu'on vient de faire l'a montré à sa manière. Nous ne sommes pas dans l'espace, hein. Nous sommes capables de l'espace, hein, et la maladie est parfois ce qui nous empêche d'être capable d'ouvrir des possibles dans l'espace. Et tout l'enjeu, c'est comment, effectivement, réouvrir ce qui, parfois, dans le champ de la maladie, est altéré. Alors, en fait, j'ai entendu les prises de parole, en fait, tout à l'heure, notamment, en fait, d'un représentant de l'association de malades, en fait, qui redit que si nos manières de construire les espaces sont très souvent, en fait, dominées par la culture du sécurisant, hein, c'est parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a de la morbidité, parce qu'il y a de la mort. Hein. Et de cette façon, s'il n'y avait pas toute cette dimension-là, en fait, de la maladie, qui va du côté du mal, du malheur et du morbide, bref, de ce qu'on appelle le pathologique, de cette façon, la question du sécurisant, du sécurisé, pardon, ne s'imposerait pas. Hein. C'est parce qu'on sait la violence, hein, y compris contre soi, hein, qu'à sa manière, en fait, on construit des espaces de cette façon. Mais, et ça a été déjà dit plusieurs fois depuis ce matin, toute la question, c'est effectivement où sont les fins, où sont les moyens. Et donc, de cette façon, dans quelle mesure le sécurisant est la fin du souci de sécuriser. Hein. Et donc, c'est sur cette dialectique que je voudrais essayer de m'arrêter un tout petit peu. Je repars d'une remarque très générale, en fait, qui est effectivement que si nous sommes des êtres capables d'espace, si pour nous, être au monde, c'est être là, et l'expérience de la relaxation, elle nous dit qu'il ne suffit pas d'être là pour y être. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, être là, c'est pas simplement être géolocalisé, hein, c'est effectivement investir sa position spatiale comme son site, hein, comme ce lieu à partir duquel je peux déployer une modalité d'être. Eh bien, la question, c'est comment on prend soin de ça. Hein. Je me disais, finalement, l'exercice qu'on vient de faire, là, est-ce qu'on pourrait le faire dans un conseil d'administration d'un hôpital et quel sens ça aurait, surtout de le faire exister comme tel. Mais bon, donc cette question donc, de l'habiter, elle n'est pas pensable sans sa tension avec une forme d'habitat. Et donc, finalement, par la médiation du geste de bâtir, eh bien, l'habitat, le lieu de l'hospitalité, eh bien, il donne précisément à l'expérience d'habiter une forme, une consistance et une durée via la dureté des matériaux. C'est pourquoi, de cette façon, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, le travail du bâtir, lorsqu'on est architecte, lorsqu'on est urbaniste, lorsqu'on est paysagiste, mais lorsqu'on est designer aussi, eh bien, il donne corps à l'hospitalité, parce que de cette façon, pour que l'hospitalité ait lieu, il faut qu'elle ait des lieux. Hein. Et donc cette dimension-là, elle me paraît majeure, et c'est pas inintéressant de voir que les bâtiments, on en parle aussi en termes de corps. Hein.
le corps d'un logement ou le corps d'un bâtiment, c'est pas secondaire, parce qu'elle questionne effectivement notre installation en fait dans les espaces. Alors ce que je voudrais essayer de discuter dans le temps qui est imparti, c'est comment le soin des espaces, à condition de ne pas avoir une lecture trop conditionnante, hein, trop déterministe de ce que c'est que les espaces. Qu'est-ce que c'est qu'un espace soignant? Est-ce que c'est de manière complètement mécaniste et déterministe? Ça sera l'objet peut-être d'une discussion tout à l'heure. Bref, donc en quel sens donc, le soin des espaces soutient le souci qu'on a de construire des espaces qui soient sécurisés. Je vais le dire autrement. Comment la fabrique des espaces hospitaliers, notamment en psychiatrie, sont dominés par un type d'intelligence, celle en fait de l'intelligence biomédicale ou d'intelligence médicale qui se déploie en fait dans le savoir en fait des savoirs de psychiatrie. Comment en fait ces savoirs ne perdent pas de vue la question en fait du sécurisant qui est derrière. Je le dis peut-être plus clairement encore. Le soin des espaces relève d'une forme d'attention qu'on pourrait appeler éthique et politique, mais ce soin des espaces, dans le cadre hospitalier et de l'hôpital plus particulièrement, n'est pas indépendant, s'articule avec des théories, avec des théorisations qui, à chaque fois, inventent des espaces très technicisés. Hein. Ce qui m'a beaucoup frappé dans l'exposé de la dame à pompons, dont j'ai oublié le prénom, Victoria, c'est ça, hein. C'était intéressant de voir en fait que les photos en fait que vous nous avez présentées et nous présentaient avant votre intervention, des espaces construits comme l'expression d'une théorie matérialisée. Hein. Parce que finalement, l'hôpital a commencé par la chambre. Qu'est-ce que c'est à l'hôpital psychiatrique? Ce sont des théories matérialisées. Le lit, il est porteur d'une théorisation. La chambre avec son dispositif d'accès à l'oxygène, par exemple, ou le type des lumières, il est lié à ça. Bref, donc la question, elle est ici, c'est comment, d'un côté, les savoirs de psychiatrie qui s'objectivent, qui cherchent à construire en fait des espaces informés théoriquement, et donc qui s'objectivent, la question qui nous est posée en fait autour de la question de la chambre, des espaces d'apaisement, hein, qui ne sont pas des chambres d'isolement. La question en fait que pose ce changement de vocabulaire, s'il n'est pas que cosmétique, et on a entendu que l'enjeu c'est qu'il ne le soit pas que cosmétique, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a de légitimement objectivable dans nos manières de fabriquer les espaces à partir en fait de ce que l'on sait des savoirs psychiatriques, qu'est-ce qui est légitimement objectivable et qu'est-ce qui est inacceptable, parce que précisément non plus objectivable, mais réifiant, jusqu'au scandale. De fait, ce qu'il faut se redire, c'est qu'effectivement, il y a de légitimes objectivations spatiales du soin. Parce que, je le redis, les espaces de soins à l'hôpital sont des théories matérialisées. Les pensées, les mobilités, les ouvertures, les fermetures, la forme des chambres, l'expression des lits, les communs, tout cela, en fait, les pensées, c'est les investir de représentations qui sont à chaque fois l'expression d'un modèle théorique qui est en fait le modèle, disons, médical, sinon peut-être biomédical. Mais ça veut dire donc que silencieusement, mais effectivement, ces configurations spatiales sont l'expression aussi d'un type d'attention, voire d'une prescription soignante parfois, mais sont l'expression aussi d'un type de soin, dont la question est de savoir comment ce soin biomédical entre en discussion, sinon en concurrence. Est-ce qu'il le soutient ou est-ce qu'il l'empêche? Ce que vous appeliez tout à l'heure, Victoria, des gestes de soin ou des gestes soignants, qui soient soigneux, si je puis dire, et pas simplement des gestes efficaces. Hein. Bref, donc ça dit que dans les normes de construction, avec ce qu'elles ont de très contraignant, notamment dans les sociétés comme les nôtres, qui sont aussi des sociétés du risque, hantées par la peur des événements qui sont toujours, pour nous, dans les sociétés du risque, des événements indésirables, comment, effectivement, dans les normes de construction, s'expriment parfois
des formes bureaucratiques du monde vécu, hein, une colonisation administrative du monde vécu, disait à sa manière Max Weber. Mais bref, comment se construit une espèce de cage d'acier en fait qui enferme complètement les pratiques, mais comment aussi derrière les normes, s'il y a de légitimes objectivations, se dit encore un soin qui a oublié en fait sa raison d'être. C'est-à-dire qu'en fait, une des questions qu'il faut se poser, me semble-t-il, c'est comment en fait les normes qui sécurisent les espaces, hein, au nom donc de la sécurité, j'insiste, eh bien, comment ces normes eh bien, sont la mémoire silencieuse de l'expérience de malheur antérieur. C'est-à-dire que dans la question dans un ouvrant bridé, pour une fenêtre, on sait derrière cette norme le risque de la défenestration. On sait qu'autour de la question des espaces exagérément lumineux, il y a la possibilité effectivement de voir que dans l'ombre, quelque chose comme un malheur peut arriver. Bref, je ne veux pas faire une apologie de la norme, hein, mais la question qui se pose malgré tout, c'est comment une partie de ces normes nous deviennent insupportables parce que nous oublions, d'une certaine manière, à quel malheur elles répondent derrière ceci. Alors, ayant dit ceci, de manière très générale, ce que ça signifie, c'est que donc, les hôpitaux, dans leur singularité, eh bien, sont à chaque fois une manière de mettre en œuvre une certaine intelligence à partir du paradigme biomédical de ce qu'on a compris de la maladie. Ce qui explique pourquoi un CHU, pour lequel, en fait, pour y rentrer, il y a un droit de passage, hein, qui est d'accepter de se raconter sa maladie à partir du paradigme biomédical. Eh bien, le CHU n'est pas l'unité mobile de soins palliatifs à domicile, qui pense le soin de la fin de vie à partir de caractéristiques cliniques très singulières. C'est pourquoi un CHS porte des modélisations de la maladie mentale, elle aussi très spécifiques à partir de l'humain qui déambule parfois dans la figure de l'errance ou de la sidération, mais c'est pourquoi, etc. Enfin bref, ce qu'il faudrait dire, c'est que toute la déclinaison des figures spatiales que nous connaissons à propos de l'hospitalité, elles sont portées par un modèle théorique qui est largement dominé par le modèle biomédical, lequel lui-même est encouragé encourage la figure de ce qu'on pourrait appeler un paradigme optique. Voir pour savoir, pour pouvoir. Hein. Je ne fais pas jusqu'au bout les thèses de Michel Foucault, mais lorsque Foucault en fait pense l'hôpital moderne comme une machine à guérir, ce qu'il veut indiquer, c'est que depuis le XVIIe siècle, enfin la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, on construit un modèle médical qui est construit sur la domination du voir. Et ce que je résumais dans la formule « voir pour savoir, pour pouvoir ». Voir, y compris ce qui ne doit pas être vu. Donc voilà, voir l'intérieur des corps, par exemple, via la question de l'imagerie. Mais donc ce modèle scopique, ce modèle en fait de la pulsion du regard, hein, qui peut avoir des enjeux de domination sur lesquels Foucault lui insiste, il dit quand même quelque chose, c'est que nous construisons nos modèles spatiaux sur ce primat du regard. Et donc, ce qui me frappait dans l'exposé de Victoria, c'est que comment on corrige cette dimension en fait domination en fait du primat du visuel. Et votre présentation, elle mettait l'accent sur comment nos architectures, lorsqu'elles sont en rupture avec cette domination en fait du visuel, qui peut être extrêmement contraignant, qui nous assigne à une certaine manière de statut et de conduite, eh bien, comment nos architectures pourraient être en face de cela. C'est le mot qui me venait en vous écoutant, ce que j'appellerais des architectures. Hein. Et architecture, c'est qu'en fait, inventer une polysensorialité. Hein. Vous parliez d'odeur, vous parliez de parfum plutôt, vous parliez du plaisir de toucher, la question des colorisations, enfin, etc. Bref, donc la question du polysensoriel et en même temps de la restauration de nos capacités d'habiter à partir de là. Alors, en fait, cette question-là, donc elle soulève... donc ça, c'est un cadre très général. Bon, je vais trop vite, hein, sans doute, mais vous suivez quand même, j'espère. Ce que je voudrais, en fait, ce que je voudrais dire maintenant, c'est nous demander, en fait, pourquoi la question des espaces soignants s'impose à nouveau frais pour nous aujourd'hui. C'est qu'en fait,
comment a-t-on pu avoir l'idée que le cadre spatial de l'exercice du soin, qui vaut pour les soignés comme pour les soignants, hein, eh bien, comment a-t-on pu l'idée que ce cadre n'était pas simplement décoratif? Ou pour le dire autrement, en quel sens peut-on penser que les espaces que nous, alors qu'est-ce qu'il faut dire, fabriquons, que nous construisons, que nous dessinons, enfin bref, comment faire en sorte que nos espaces soient des espaces qui restaurent des puissances d'agir, hein, aussi bien des soignés que des soignants. Qu'est-ce que ça peut signifier et qu'est-ce que ça engage en fait dans nos manières de penser nos habitats? Bref, comment en est-on venu à cette valorisation du soin des espaces et par les espaces, là où, en fait, pendant très longtemps, on peut peut-être penser que les espaces n'étaient pour le soin que le décor, hein, sur le fond duquel le geste soignant se développait. Hein. Bref, quelle idée d'ailleurs se fait-on de ce que c'est que le décor? On peut s'en faire une idée très pauvre, on peut s'en faire une idée plus riche, et donc c'est sur ces aspects-là que je voudrais m'arrêter et terminer. L'hypothèse en fait qu'on peut faire, c'est que le soin des espaces met au jour une idée simple, mais en même temps, je crois décisive, c'est que parfois le fond remonte à la surface, hein, et plus que ça, le fond fait surface, hein, aux deux sens de ce que l'expression a en français, faire surface. Hein. Ce qu'on ne voyait plus devient soudain non pas simplement un décor lointain, mais précisément ce qui nous soutient et s'explicite précisément dans des traductions spatiales. Hein. Et donc, je crois qu'il y a un enjeu, finalement, c'est quelle idée se fait-on de ce que c'est que le soin? C'est que si l'espace, c'est de la théorie matérialisée, eh bien, la tension qu'il y a entre la chambre d'isolement versus, je ne sais pas s'il faut les opposer, hein, mais en tout cas la dialectique entre la chambre d'isolement et l'espace d'apaisement, c'est une concurrence des théorisations du soin. Si on veut les dramatiser, j'ai dramatise à l'excès, trop, hein, c'est de cette façon la dramatisation, la tension entre une conception en fait curative du soin, pour lesquelles les pratiques de care sont secondaires, versus une approche justement en fait qui met l'accent sur les dimensions soignantes, y compris des gestes qui semblent a priori non experts, hein, mais qui sont ceux des donneurs et des donneuses en fait de soins, et qui interrogent effectivement le cadre à partir duquel vivre des espaces qui soient ici sécurisants et pas simplement sécurisés. Alors ça suppose en fait pour interroger, enfin pour parler en fait de cette dimension donc de l'arrière-plan qui devient en fait qui fait surface, donc de réinterroger pour nous ce que c'est qu'un milieu soignant. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu? De quelles interdépendances est-il construit et comment le soutient-on à l'échelle interpersonnelle, à l'échelle d'un service, à l'échelle d'une institution, lorsqu'on est chargé de la qualité, ou à l'échelle en fait plus largement encore d'un système de soins lorsqu'on est en charge des questions politiques. Il y a ici en fait trois manières en fait d'envisager les rapports entre espace et soins, sur lesquels je m'arrêterai et je terminerai. La première façon, c'est la plus pauvre, c'est celle qui considère d'une certaine manière que les problématiques spatiales, pour les approches en fait médicales, sont des questions secondaires, mineures, à déconsidérer. Bref, l'importance de l'espace, c'est d'abord ici le fait que celui-ci, enfin, que sur celui-ci se conjugue l'ensemble du paradigme théorique du modèle biomédical, et donc l'espace dans cette perspective, il est ramené à quoi? À sa perspective géométrisante. Hein. L'espace, c'est ce que Descartes, à sa manière, formule sous la figure de la substance étendue, donc un espace sans qualité, mais par contre dans lequel on peut tout géométriser, c'est-à-dire en fait tout mesurer, y compris savoir qui se trouve quand, à quel endroit, et combien de mètres carrés par personne. Ce modèle, pour faire court, hein, je vais trop vite, donc je m'en excuse, mais pour faire court, en fait, dans ce modèle, les questions en fait, des soins des espaces sont des questions secondaires, parce que ce qui s'impose, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est un terme technique, ce que Gilbert Simondon appelait l'hypertélie du modèle biomédical, c'est qu'en fait, nous fabriquons des espaces qui imposent leurs normes, toutes leurs normes, et uniquement leurs normes, au monde vécu, jusqu'à fabriquer des espaces qui peuvent être invivables. Hein. Et donc, toute la question ici, c'est de dire que, enfin, à ce niveau, l'espace doit servir le paradigme biomédical, donc la lumière, l'asepsie, la gestion des odeurs,
la circulation de l'air, la division des tâches, la division des corps, enfin bref, tout ce que nous connaissons d'une certaine manière, la spécialisation en fonction des pathologies, bref, l'architecture comme la transcription spatiale de ce qu'on a compris, de ce que soigner pouvait signifier. Ça, nous connaissons ce modèle. Et donc, dans ce modèle, je dis, c'est la figure un peu la plus pauvre, puisque c'est finalement celle d'un espace, en fait, géométrisé ou d'un espace sans qualité, un espace sans poétique, si on veut, pour le dire comme ça. Bref, le soin, dans ce cas-là, des espaces, eh bien, il est marginal. Il est marginal. Un second niveau, bien, le soin des espaces, il peut se penser sur un mode... Enfin, sur une réflexion sur ce que c'est que l'ornemental. C'est-à-dire en disant que le soin des espaces, autour donc de l'attention d'un aménagement de ceux-ci, métamorphose, enfin peut métamorphoser l'idée d'ornement. Je ne sais pas où caser Victoria tout à l'heure. Je me disais, est-ce qu'on était dans l'ornemental ou pas complètement dans l'ornemental par rapport au premier point? C'est-à-dire qu'en fait, votre thèse, hein, pas vous, hein, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se joue dans l'idée de décoration ou de design des espaces? C'est qu'en fait, donc ici, ce qui est en jeu, c'est comment le soin apporté aux espaces de soins, eh bien, est une pratique qui vient en surcroît du soin biomédical, en surcroît. Hein. Et si on dit ça, eh bien, on dira que si ça ne fait pas de bien, au moins ça ne fera pas de mal. Hein. Et après tout, bah, tant mieux, hein, si ça peut apaiser dans un sens pauvre du terme, c'est-à-dire qu'en fait la paix comme absence de guerre. Hein, il peut y avoir une définition de la paix beaucoup plus riche que simplement une définition en creux, hein, d'une façon négative. Mais donc ici, ça suppose donc de réfléchir sur la question de l'ornement, et donc de l'idée qu'on se fait de l'ornement, qui n'est pas effectivement qu'un élément ici secondaire, hein, parce qu'effectivement, il pluralise les textures des milieux. Hein. Et de ce point de vue, ce qui est intéressant alors, c'est de se souvenir d'avoir un peu de mémoire. Hein. C'est qu'en fait, pluraliser les représentations et les constructions qu'on se fait des espaces de soins avant la domination du modèle biomédical. Comment on fabriquait des espaces avant la culture de l'asepsie et du modèle biomédical, hein. Se souvenir, en fait, des... Bon, moi, je suis dijonnais, donc en fait, j'ai pas le choix. Je suis obligé de parler d'Hôtel-Dieu de Beaune. Hein. L'espace de l'Hôtel-Dieu de Beaune, il est archi-ornementalisé. Hein. Mais en fait, alors, dans un modèle de l'asepsie, c'est insupportable. Hein. Mais inversement, comment le décoratif nous supporte, hein, nous soutient. Hein. Bref, pluraliser nos mémoires pour se dire comment on faisait avant, c'est se dire qu'on peut effectivement faire autrement aujourd'hui. Bref, pour imaginer plus, il est intéressant parfois aussi d'avoir un tout petit peu de souvenirs. Mais c'est aussi d'être attentif, bon, c'est ce qui s'expérimente ici, à d'autres possibilités. Enfin, dernier élément, on peut penser à un troisième niveau, les rapports entre le soin des espaces de soins, enfin le soin et les espaces de soins, eh bien, sur l'idée que ce qui se joue dans les problématiques spatiales, c'est précisément l'expérience de ce que signifie pour nous habiter, hein, être là, même lorsqu'on a du mal à y être. Hein. Il y a Maldinet, un philosophe, phénoménologue, qui a beaucoup travaillé sur la question de la folie, hein, traduisait ce mot de Dasein, vous savez, qui est assez cher à la phénoménologie, mais bon, à cette heure-ci, c'est presque indécent de parler de ça, mais enfin, au sens où on est fatigué, mais il disait, en fait, la phénoménologie disait, en fait, on n'est pas simplement dans l'espace comme un poisson dans un bocal, comme un objet posé sur une table. Hein, parce qu'effectivement, pour nous, l'espace, c'est un espace dans lequel nous projetons des tensions. Nous l'investissons, ce qu'il appelle des tenseurs, bon, peu importe, mais nous investissons l'espace, nous projetons dans l'espace, eh bien, des manières, en fait, de nous y styliser. Bref, pour le dire autrement, même si on n'est pas des grands danseurs ou danseuses, nous chorégraphions l'espace. Hein. Donc l'espace, en permanence, nous ne cessons de le chorégraphier, c'est d'y investir des tensions spécifiques qui fait que nous avons des manières d'ambuler qui nous sont propres. Nos amis, les gens de notre famille, ceux qu'on connaît, il suffit de les voir de loin, de dire tiens, c'est comment. Alors leur démarche nous dit déjà leur manière en fait d'être spatialement. Bien, la question qui se pose, c'est comment la fabrique ou l'élaboration en fait des espaces de soins soutient cette manière précisément à chaque fois singulière que nous avons d'être capable d'espace. Et cette question, il me paraît centrale
de dire que si on l'a fait, enfin, si on l'envisage comme étant que la question des malades, que la question, en fait, des soignés, en oubliant, en fait, que ceux qui aussi s'engageaient, ce sont aussi les soignants. Bref, si on reste encore dans l'idée que ça serait un problème à traiter qui serait celui de ceux qui sont là pour ça, eh bien, on perd de vue que ce qui rend le soin possible, c'est un espace de rencontre possible, l'agora d'une rencontre possible, dont nous pouvons en fait faire, qui pourrait être une manière de concevoir le milieu soignant. Bref, ce que je veux dire ici, c'est que, et je finirai là-dessus, c'est que lorsqu'on commence à repenser la question des problématiques spatiales, non pas en termes d'aménagement des espaces, hein, mais en termes de ménagement des espaces, hein, disons finalement il s'agit de ménager les espaces, donc en termes de soins, si vous le voulez, la question qui nous est posée, c'est comment ces espaces soutiennent-ils des relations? Et quel type de relations, hein? C'est en ce sens-là, je disais en fait comment ça vient nous habiliter, hein. Comment les espaces que nous habitons nous habilitent-ils, ou au contraire, fabriquent des milieux extrêmement rétrécis qui nous empêchent d'y être. Cette question de l'habilitation, je crois que c'est ce qui s'invente ou ce qui se cherche en fait autour de la question de la paix dans l'apaisement, mais qui, vous voyez, la paix à ce moment-là, c'est pas l'absence de guerre, hein. C'est la fabrique d'un monde de relations paisibles, sachant la possibilité de la violence, hein. Voilà, je m'arrête là pour qu'on ait le temps de la discussion. Merci de votre écoute.